Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être une nouvelle fois présents et présentes aujourd'hui pour ce deuxième cours. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur une famille de polymères particulière que j'ai décrit comme les polymères à base d'acides aminés. Vous allez voir qu'on va parler de protéines, de peptides et de polypeptides en fait, mais volontairement je les ai nommés comme ça parce que vous allez voir que la nomenclature, à nouveau, je vais commencer par ça, est un petit peu particulière et parfois on a l'impression de parler quelque chose et finalement on pense à autre chose. Et puis je vais vous montrer comment ces polymères finalement, qui sont des polymères importants, on les a déjà évoqués, on en a déjà parlé, ils sont très fonctionnels, on en a besoin en fait dans notre système vivant. Et on va voir comment est-ce qu'on peut les faire, comment est-ce qu'ils ont été faits, peut-être les premiers, et puis comment est-ce qu'on les fait maintenant et à quoi ils peuvent servir, en particulier dans le domaine des médicaments. Et je vous donnerai quelques exemples particuliers. Donc on en est ici, donc on va parler de ces polymères, particuliers. La semaine prochaine, on fera un peu la suite, je vais un peu l'évoquer, on parlera un peu plus de ces polymères à base de protéines et comment est-ce qu'on peut les interfacer, on va dire, avec des polymères plus synthétiques. Donc on verra comment on peut se construire des choses un petit peu plus sophistiquées, avec à nouveau deux intervenants. Donc pour commencer, quelques définitions. Donc les polymères qui nous intéressent sont les protéines, et la définition UPAC, qui est la norme, le standard, hein, c'est l'Union internationale qui définit en fait les règles de nomenclature en chimie, en général, définissent les protéines comme des polypeptides qui sont naturels ou synthétiques. Donc on pense souvent à des systèmes uniquement naturels, mais ça peut être des systèmes synthétiques, qui ont typiquement des masses molaires qui sont supérieures à 10 mg par mol. Donc en gros, c'est des gros polyaminoacides. Donc ça veut dire qu'on doit définir un polypeptide. Un polypeptide, en fait, c'est un peptide qui, lui, contient 10 résidus d'acides aminés ou plus. Donc ça, c'est la définition UPAC. En discutant avec certains collègues, on pensait que c'était 20, la limite. Vous voyez, parfois, les limites sont pas toujours les mêmes pour tout le monde, mais ça, c'est la norme qui est définie par le standard UPAC. Et donc ça nous amène à définir les peptides. Et en fait, un peptide, ou les peptides, en fait, sont des composés, j'ai traduit en français la définition anglaise, puisque l'UPAC est anglais. Donc c'est de définir, c'est des acides aminés qui sont composés donc, de 2 ou plus aminoacides. Donc ce n'est pas un seul monomère, c'est 2 ou plus, qui sont composés de liaisons peptidiques et qui sont formés à partir de ces acides alpha-aminés, donc c'est ces systèmes principalement biologiques. Et ces systèmes-là ont une définition en taille qui, on peut le penser, sont des tailles qui sont a priori plus petites que ce qu'on a dans un polypeptide. Donc on est là et vous allez voir qu'on va donner, je vais parfois vous parler de peptides qui sont en fait des gros peptides et qui sont en fait des polypeptides, mais qu'on ne les avait pas comme ça dans la vraie vie, entre guillemets, mais la nomenclature, elle est là. Maintenant, ces monomères ou ces aminoacides, ils sont là. Et la structure de base, vous voyez, le monomère a toujours la même structure, qui est cette structure-là. Donc on va retrouver de l'azote, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et puis un groupement ici qui est différent, qui différencie les différents aminoacides et les 20 aminoacides qu'on retrouve au niveau biologique. Et ces 20 aminoacides sont représentés ici, avec différentes caractéristiques. Donc certains vont être chargés négativement, donc vont être plutôt de type acide, c'est ce qu'on va retrouver ici, c'est ces deux-là. On va retrouver certains qui sont plutôt basiques, donc composés plutôt d'amines. Donc on va retrouver la lysine, l'arginine ou l'histidine qui est ici. Certains sont hydrophiles, d'autres sont hydrophobes, d'autres ont des groupements OH, certains ont des thiols. Donc ils ont des caractéristiques un peu différentes, et c'est dans ce groupement R ici, on va trouver ces différents types d'aminoacides. Et c'est eux qui vont donner finalement la capacité à ces protéines à venir interagir avec d'autres, interagir avec elles-mêmes et former ces structures complexes dont on a déjà un petit peu discuté. Alors, juste pour revenir un petit peu à quelques petits rappels en fait, sur les protéines, polypeptides et polyamides, je voulais parler la dernière fois, lors de la leçon inaugurale, de l'analogie entre finalement le fil de soie, qui est formé principalement d'une protéine et qui a ses propriétés mécaniques si spectaculaires parce qu'il y a des fortes interactions entre les chaînes polymères. Et ces interactions, ce sont des interactions de type liaison hydrogène entre les CO et les NH que l'on a le long de la chaîne. Et ça, on le mime en faisant du nylon, le nylon 6,6, qui est le premier nylon qui a été synthétisé, avec des polymères synthétiques où on va retrouver les mêmes liaisons caractéristiques ici qui vont former le même type d'interaction. Donc on est dans cette grande famille des polyamides, mais avec des motifs et des résidus peptidiques ici qui sont particuliers. On va retrouver une séquence NH,
CHR, groupement différent, CO. D'accord ? Alors maintenant, comment est-ce que la nature les fait? Parce qu'effectivement, ces polymères sont produits par la nature. Alors, ils sont produits par un processus biologique, et comme souvent en biologie, il y a une cascade d'événements qui va apparaître. D'abord, il faut une première réaction qui va être la transcription. La transcription, c'est finalement la conversion de l'ADN en de l'ARN messager. Et cet ARN messager, donc, qui passe du noyau dans le cytoplasme de la cellule, donc ça va concerner la première étape, c'est ici. On a notre ARN messager ou notre mRNA qui est représenté ici schématiquement. Et le code en fait, génétique va être traduit 3 à 3, donc c'est 3 paires de bases de l'ADN qui vont en gros former un aminoacide, qui vont servir à former un aminoacide. Ce qui va se passer ensuite, c'est que tout ça et toute la réaction va se faire dans un élément qu'on appelle le ribosome, qui est ici. Et en fait, dans le ribosome, et ça se passe maintenant dans le cytoplasme, eh bien, chaque aminoacide va être fixé à un ARN de transfert. Donc c'est le petit morceau qu'on a ici. Alors, je vais remettre la vidéo si elle s'est arrêtée pour que vous voyez ce qui se passe en cours de route. Donc, vous voyez, il y a ce codon qui est ici avec 3 paires de bases qui reconnaissent en fait la paire de bases identique, enfin plutôt de reconnaissance que l'on a sur l'ARN, qui vient déposer en gros les aminoacides un par un. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la traduction. Donc la traduction, c'est venir lier ces différents aminoacides les uns aux autres dans le ribosome avec les acides aminés qui sont emmenés par les RNA transférases. Et ça, c'est une réaction qui est effectivement très efficace et très rapide qui se passe dans cet environnement qu'est le ribosome. On en reparlera un petit peu plus tard dans cet environnement spécifique. Donc la protéine est produite comme ça, étape par étape. Donc chaque aminoacide est ajouté un par un. Et puis la protéine est construite de cette façon-là. Éventuellement, après, cette protéine peut être modifiée, ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles, donc c'est après la traduction, par exemple pour mettre des sucres, ce qu'on appelle la glycosylation, pour rendre une protéine avec des propriétés différentes. Et puis derrière, cette protéine, éventuellement, va pouvoir se replier pour former une structure particulière qu'on appelle structure secondaire, tertiaire ou quaternaire, qui va donner finalement l'activité de la protéine. Donc ça, c'est ce qui se passe derrière, effectivement. La protéine produite, donc on a sa structure primaire, donc ça c'est ce qui est défini par les aminoacides qui sont enchaînés lors de cette polymérisation, donc c'est une réaction de polymérisation, va conduire à une structure qui est dite secondaire, donc en hélice ou en interaction de type feuillet, donc les chaînes interagissent entre elles, une structure tertiaire qui est la structure tridimensionnelle, et éventuellement une structure quaternaire quand plusieurs protéines viennent s'associer les unes avec les autres pour former quelque chose de fonctionnel. Et ce quelque chose de fonctionnel, ça peut être plein de choses, puisque derrière, c'est ces assemblages souvent quaternaires qui donnent lieu à des catalyseurs, donc des catalyses biochimiques qui vont être induits, à des phénomènes de signalisation, à des phénomènes où on va pouvoir avoir un récepteur biologique et interagir de façon spécifique avec un certain récepteur, ou même pour le transport. Donc on a toutes ces protéines, vous voyez, servent derrière à faire plein de choses dans notre système vivant. Alors, je l'ai déjà un petit peu évoqué, parmi les choses utiles que font les protéines, eh bien, c'est par exemple de servir de capside, ce qu'on appelle la capside virale. Donc, ce sont des protéines qui viennent s'assembler avec l'ADN pour venir former un virus. Donc, c'est un assemblage, on va dire, coopératif entre des brins d'ADN et ces protéines qui forment la capside virale. Et puis, dans le virus, on a derrière souvent une bicouche lipidique, et puis ici, d'autres protéines qui sont souvent des glycoprotéines d'ailleurs, qui viennent servir de reconnaissance, et ces fameuses protéines spike là, dont on a entendu parler pendant la Covid. Et ça, c'est des choses qui nous ont inspirés et qui inspirent aussi beaucoup d'autres chercheurs pour finalement construire des vésicules synthétiques à partir de mimes de ces protéines ou de ces glycoprotéines pour faire des transporteurs efficaces de médicaments. Et ça, c'est des choses dont on parlera un petit peu plus tard dans les prochains cours, sur lesquels je ferai un focus particulier sur ces systèmes. Alors, je l'ai évoqué, la vaccination Covid, effectivement, c'est ce qui a été utilisé en fait. Et je ne sais pas si, je pense que on en a beaucoup entendu parler, mais juste pour rappeler un petit peu l'objectif, ou en tout cas comment ça se passe dans la cellule, eh bien, on identifie effectivement la protéine d'intérêt, qui est la protéine qu'on appelle spike, qui est la protéine à la surface de virus. C'est elle qui va déclencher en fait la reconnaissance et le système immunitaire. On peut construire l'ARN messager qui va permettre de synthétiser la protéine d'intérêt. Donc ça, on fait ça à l'envers. On sait un codon
correspondant à la séquence d'ADN, on sait à quel aminoacide ça correspond. Donc on peut reconstruire la séquence d'ARN pour produire la protéine qu'on veut produire. Donc ça, c'est inséré dans un vecteur pour venir insérer cet ARN dans la cellule. Alors ça, ces vecteurs, c'est ce qu'on a utilisé en fait en vaccination, qui ont été injectés de façon sous-cutanée, qui rentrent en fait dans la cellule, dans vos cellules. Pas n'importe où dans les cellules, ça rentre dans le cytoplasme. Donc là, à nouveau, la crainte que ça puisse rentrer dans le noyau et modifier le génome, on va dire, des patients est très, on va dire, peu hypothétique, hein, c'est très minimaliste, c'est pas possible, puisque cet ARN, il est dégradé très rapidement, c'est très sensible, et il est actif uniquement ici dans le cytoplasme, et finalement, il va être reconnu par le ribosome pour produire la protéine d'intérêt, comme toutes les autres protéines qu'on produit en même temps. En plus, on va produire celle-là. Ensuite, cette protéine va être, parce qu'elle est particulière, avec une certaine amphiphilicité, va se mettre à la surface, en fait, des cellules, activer le système immunitaire et activer la production d'anticorps qui va nous donner une réponse immunitaire. Donc c'est ça tout le mécanisme, hein, et par un mécanisme effectivement d'utilisation de cet ARN messager en fait, pour produire la protéine d'intérêt qui va mimer en fait, ce que l'on retrouve à la surface du virus et activer le système immunitaire. Donc maintenant, la biologie le fait comme ça. Vous voyez déjà, bon là, c'est des choses qu'on fait de façon artificielle, hein, qu'on force la biologie à créer quelque chose qu'elle n'était pas faite, enfin, qu'elle ne crée pas de façon endogène. Mais maintenant, on peut synthétiser de façon complètement artificielle ces polypeptides ou ces protéines ou ces peptides. D'accord ? Et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut les faire et surtout à quoi ils peuvent servir dans notre vie de tous les jours et en particulier comme agent thérapeutique. Alors pour les faire, et c'est là où je voulais partir, effectivement, c'est comment on les fait. Vous voyez, on les fait dans la biologie, c'est l'ADN ou l'ARN hein, qui permet la production des protéines. Donc c'est dans ce sens-là que ça se fait. Mais en fait, il y a une grande question, et c'était dans mon titre, hein, l'origine de la vie. Est-ce que c'est les polypeptides qui sont à l'origine de la vie, ou est-ce que c'est l'ADN? Parce qu'on a besoin de l'ADN pour produire la peptide, aujourd'hui. Or, il y a un grand débat sur comment la vie est arrivée. Et si on regarde la séquence en fait, des peptides, eh bien, on va retrouver de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et de l'azote. Et puis quelques autres atomes, on l'a vu, en fonction du groupement R que l'on a ici. On retrouve à peu près la même chose dans la structure de l'ADN, hein, d'ailleurs. C'est à peu près les mêmes atomes. Et si on regarde le tableau périodique des différents atomes, et en particulier renormé quelque part par rapport à l'abondance de ces atomes, effectivement, on retrouve beaucoup de carbone, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'hydrogène, qui sont les atomes de base qu'on a besoin, et de l'azote. Donc tous les atomes, on va dire, essentiels, élémentaires dont on a besoin pour créer en fait, ces systèmes biologiques qui sont importants, on les retrouve en grande abondance sur la Terre. Alors comment la vie est arrivée ? Alors là, je ne présenterai qu'un slide, hein, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, et c'est un sujet qui est extrêmement controversé, donc je ne veux pas rentrer non plus dans cette controverse. Mais quelque part, les conditions chimiques initiales, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère de l'Archéen, donc c'est il y a 4 milliards d'années. Donc il y a 4 milliards d'années, personne ne sait comment les choses étaient construites, donc on va se retrouver dans un monde comme ça, qui ressemble à ça, donc très gris. Pourquoi ? Parce que si on regarde la composition tout simplement de l'atmosphère, l'atmosphère n'était pas viable à l'époque, hein, parce qu'on a une atmosphère qui est principalement composée, alors il y a de l'eau, mais il y a beaucoup de CO2, il y a beaucoup de méthane, beaucoup de sulfure d'hydrogène, donc tout ça c'est des trucs qu'on n'aime pas trop, hein, c'est des trucs qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas très sains. Il n'y a pas de barrière d'ozone, donc il n'y a pas d'oxygène non plus, donc ce n'est pas une atmosphère qui est une atmosphère viable. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie, parce que les UV ne sont pas filtrés, très peu d'atmosphère et beaucoup d'énergie. Et des expériences qui tentent de recréer en fait, ces conditions primaires de la vie, donc c'est ce qu'on appelle la soupe primitive. Voilà, c'est une soupe, il y a plein de choses dedans. Et des expériences en particulier ici de Miller et Urey, qui sont des chimistes américains, dans les années 50, en fait, ont montré que dans cette chimie dite prébiotique, eh bien, où on retrouve tous ces éléments que j'ai évoqués ici, eh bien, on peut produire tout un tas d'éléments en mettant l'énergie dans le système, en particulier donc, des protéines assez courtes. On peut reproduire des aminoacides, un certain nombre d'aminoacides, et bien aussi des sucres, des lipides et quelques composants d'acide nucléique. Donc finalement, certains schémas en fait, laissent penser que
peptides ou protéines ou polypeptides étaient arrivés avant l'ADN. Et derrière, les choses ont évolué, muté, ça c'est la nature. Et finalement, qui est arrivé avant, on ne sait pas trop. D'accord ? Donc je ne rentrerai pas plus dans ce débat. Mais et vous voyez bien que c'est l'abondance des atomes dans le milieu que l'on a qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve ces séquences particulières qui sont les séquences importantes dans la vie. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça de façon artificielle ? Donc, comment est-ce qu'on peut produire une protéine de façon dite recombinante ? Donc, la voie recombinante, c'est une voie de biotech ou une voie de bio-ingénierie. Pour le faire, eh bien, il faut d'abord construire un ADN particulier avec certaines séquences, insérer en fait cet ADN dans une cellule dite hôte, qui peut être très souvent une cellule de type bactérie, type Escherichia coli. On en reparlera un petit peu après. Ces cellules ensuite se propagent, se divisent, et donc on a modifié quelque part génétiquement cette cellule, en modifiant son ADN, pour qu'elle produise, en plus de ce qu'elle produit naturellement pour vivre, la protéine qui nous intéresse. Et cette protéine qui nous intéresse, bien sûr, est une protéine qui va avoir une fonction, une activité. On en reparlera un petit peu après. Ensuite, on fait quoi ? Eh bien, on développe cette production bactérienne. Ensuite, la lyse cellulaire, c'est juste, on fait une bouillie de cellules, mécanique ou par ultrasons, donc on casse tout. Et puis, on vient purifier, récupérer la protéine d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement énormément utilisé, enfin qui est très utilisé, qui est bien maîtrisé aujourd'hui. On verra quelques exemples un petit peu après. Ça permet une montée en échelle importante, donc on peut produire des quantités, des litres et des centaines de litres. Les masses molaires des protéines que l'on va produire peuvent être importantes. Donc on est vraiment dans le domaine des protéines qu'on a évoqué précédemment. Les séquences sont très bien définies, puisque les séquences vont être définies par l'ADN qu'on va venir intégrer. Par contre, ça nécessite effectivement des équipements spécifiques et ça a un coût relativement élevé. Donc, on ne va pas produire des polymères, on va dire, sans valeur ajoutée avec ce genre de méthodologie. Donc la cellule hôte, je l'ai évoqué, c'est souvent donc, une bactérie, c'est souvent en fait, l'Escherichia coli qui est très, très largement utilisée. Et en fait, une bactérie, c'est un organisme vivant très simple, dans lequel on a principalement un seul compartiment, et on va avoir une machine de production qui va se diviser très vite et qui va permettre comme ça, à partir d'une souche bactérienne en relativement peu de quantité, venir se développer et produire des quantités importantes en fait, de bactéries et donc de milieux que l'on va avoir. Donc les milieux de culture sont relativement peu coûteux aussi. On a plein de souches bactériennes ou d'autres souches bactériennes en fait, qui existent pour éviter toutes les réactions de dégradation qui peuvent avoir lieu, par exemple pour résister mieux aux protéases, aux réductases. Donc c'est toutes les enzymes qui vont pouvoir dégrader les protéines qu'on veut faire et qui ne sont pas reconnues de façon endogène. Et puis on a de nombreux vecteurs d'expression aussi, donc de nombreux plasmides qui sont développés. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui c'est très démocratisé et c'est très largement développé depuis quelques dizaines d'années. Alors maintenant, on produit une protéine. Mais dans la bactérie ou dans toutes les cellules, il y a plein de protéines, il y en a plein d'autres. Donc on veut récupérer la protéine d'intérêt qui est celle qu'on a produite ou qu'on a demandé à la bactérie de produire, pour nous en plus. Et donc là, la voie de purification qui est classiquement utilisée, c'est de rajouter à la protéine d'intérêt un segment ici qu'on appelle un histag. Donc ça, c'est la façon anglaise de le décrire. C'est finalement un oligomère d'histidine, qui est cet aminoacide particulier, et en fait qui va avoir le bon vouloir de se lier avec un complexe de nickel de façon très spécifique. Et ça permet sur des colonnes, donc il suffit de faire une bouillie cellulaire après la production, on passe ça sur une colonne de reconnaissance qui a ces groupements ici de nickel, la protéine d'intérêt vient s'accrocher, le reste passe, et on peut ensuite venir récupérer ce qui était accroché sur la colonne. Donc ça, c'est la voie, on va dire, standard et la plus classique qui est utilisée. Il y a d'autres voies qui sont émergentes aujourd'hui, à partir d'autres types de protéines, en particulier des protéines d'élastine. Et ça, c'est des choses qu'on évoquera la semaine prochaine. C'est des protéines qui ont une thermosensibilité. On peut jouer sur des phénomènes, finalement, de solubilité, non-solubilité, plus simples, qui permettent d'avoir des bons rendements de production et des bons rendements aussi de purification. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'émerger dans la littérature, mais aussi d'un point de vue technologique. Alors, je vous disais, on peut produire effectivement industriellement ces choses-là, donc on peut faire ça sur des grandes quantités. Donc là, c'est un exemple de fermenteur de bioproduction industrielle pour produire des anticorps. Et là, on va faire des productions sur plusieurs centaines de litres. Là, on est sur même plusieurs milliers de litres, puisque c'est 2000 litres qui est écrit ici.
et donc avoir des fermenteurs de très haute capacité pour produire effectivement beaucoup de ces protéines d'intérêt. Et en fait, ces protéines d'intérêt, elles sont particulièrement pertinentes ou intéressantes pour des anticorps, pour produire des anticorps thérapeutiques. Et ces anticorps thérapeutiques eh bien, sont énormément utilisés aujourd'hui pour ce qu'on appelle les biothérapies au sens très large. Mais depuis les années 80-90, vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui sont approuvés par la FDA, c'est l'agence du médicament américaine, pour différents types de pathologies. On est beaucoup sur des traitements du cancer. Un des premiers connus, qui a vraiment fait un boom, on va dire, dans le domaine, c'est l'herceptine ici, qui permet d'avoir un traitement en reconnaissant un certain récepteur biologique qu'on appelle le HER2 et qui, dans le cas de cancer du sein métastatique, a apporté effectivement un bénéfice thérapeutique important pour les patients. Ce que vous voyez, c'est que le nombre de produits de ce type qui est approuvé par l'Agence du médicament chaque année est croissant de façon même exponentielle, puisque là, sur les dernières années, on a eu un nombre d'anticorps qui ont été approuvés cliniquement qui est vraiment extrêmement important. Et si on regarde une autre courbe qui est ici, c'est la courbe business, on va dire, du domaine. Donc c'est la valeur en marché, en milliards de ces anticorps. Et vous voyez que depuis le début des années 2000, on a de plus en plus d'anticorps utilisés et un marché qui est en train d'exploser sur des centaines de milliards, qui attend la projection pour 2025, c'est 300 milliards ici en termes de marché. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très important, très démocratisé entre guillemets aujourd'hui, même si ce sont des traitements qui coûtent encore très cher, mais c'est des choses qui sont maîtrisées en termes de production et en termes de synthèse. Donc ça, c'est les protéines. Maintenant, les protéines plus petites, c'est ce qu'on appelle les peptides. Et les peptides, vous allez voir, sont aussi des éléments qui sont très intéressants, très pertinents. Donc eux, pour les faire, on ne les fait pas de la même façon. On les fait par une voie qui est une voie, d'ailleurs, qui est plus ancienne, qui est une voie chimique, purement chimique. Et à nouveau, là, un chercheur qui a révolutionné ce domaine-là, c'est Robert Bruce Merrifield, que vous voyez ici, qui a eu le prix Nobel de chimie en 1984, qui est un biochimiste américain, et qui a développé la synthèse de peptides supportés. Donc c'est à partir d'un support donné, eh bien, il va chimiquement proposer d'ajouter chaque aminoacide un par un, et ça de façon contrôlée, et de façon itérative. Donc, un petit peu comme la nature le fait dans le ribosome, où chaque aminoacide arrive un par un. Et la nature le fait de façon très efficace. Vous verrez qu'en chimie, on peut le faire de façon aussi très efficace, mais pas aussi parfaite, donc ce qui a certaines limitations. Donc comment ça marche, en gros, alors je ne vais pas vous développer toute la réaction chimique, mais typiquement, ça se fait dans un sens donné, donc ce qu'on appelle du C-terminal vers le N-terminal, et donc ça veut dire qu'on croit dans ce sens-là. Et on va avoir donc ici l'aminoacide, avec le groupement fonctionnel donné, et puis l'amine ici va être protégée d'un côté. Et on va faire réagir ce composé avec l'analogue ici, ou avec un autre aminoacide, qui va avoir cette fois-ci l'acide protégé. Et l'amine est réactive. Ces deux groupements réagissent l'un avec l'autre pour former un dimère, deux unités qui viennent s'accrocher l'une à l'autre. Puis, après cette réaction-là, eh bien, il y a une déprotection de ce groupement-là pour régénérer la fonction amine. Et puis, on vient rajouter ici un autre aminoacide avec l'acide libre et l'amine protégée et venir refaire la même réaction de couplage. Et ça de façon itérative, étape par étape. Donc, on couple, on déprotège, on rajoute un autre aminoacide, on couple, on déprotège, on en rajoute un autre, on déprotège. Vous voyez, c'est très fastidieux. À faire ça à la main, on va dire dans un labo, c'est beaucoup de travail. Vous verrez que ça a été automatisé. Et donc à la fin, si on fait ça 62 fois, eh bien à la fin, on va construire ici un peptide ou une protéine qui a un certain nombre d'unités d'aminoacides, un certain nombre de monomères qui va pouvoir se répéter, et avec la séquence que l'on veut. Donc on va mettre les aminoacides un par un en respectant la séquence qui est souhaitée, et qui est une séquence qui va avoir une activité, une reconnaissance particulière. Donc, etc., enfin, étape par étape, et après une étape de purification, on obtient notre système. Donc, vous voyez, c'est itératif, je vous l'ai dit. Alors, on ne le fait plus à la main. Maintenant, il y a des synthétiseurs de peptides automatiques. Vous avez ici, c'est des machines qui le font, et qui le font de façon complètement automatisée. Vous pouvez le faire avec un nombre d'aminoacides qui est de plus en plus important. En fait, ces réactions-là sont importantes. Mais si, vous voyez, la limitation, ou une délimitation, c'est que si on calcule
la conversion du rendement en fait, de chaque étape. Et si à chaque étape, on a 99% de rendement, c'est la courbe qui est en bleu ici, eh bien, lorsqu'on va venir ajouter 1, 2, 3, 4, et puis jusqu'à 30 ou 40 aminoacides, vous voyez que la conversion globale, le rendement global va diminuer. Et il diminue très vite, en fait. Donc ça, c'est une limitation. Et donc si on n'est pas aussi bon que 99%, si on descend à 98 ou 97, vous voyez tout de suite, ça chute très très important. D'accord ? Donc la réaction doit être hyper sélective et complète, ce qui a une certaine limitation. Et la limitation, c'est qu'au-delà d'un certain nombre d'aminoacides, quand c'est trop grand, vous voyez qu'à la fin, on ne produit plus grand-chose. D'accord ? En tout cas, on a plus de choses à purifier que ce qu'on a produit. Donc ça, c'est une limitation pour faire des très grands peptides, hein, qui est tout simplement une limitation intrinsèque. Hein. Même quand on est presque parfait à 99%, vous voyez qu'on a une diminution très rapide. Tout de même, ça permet le développement, et ça permet le développement de beaucoup de peptides thérapeutiques. Si on regarde ici depuis 2020, enfin en tout cas c'était en 2020, il y avait plus de 80 médicaments qui utilisent ces différents peptides. Ils sont utilisés dans dans le traitement de nombreuses pathologies, pas uniquement cancéro, mais aussi dans le traitement du diabète. On en reparlera un petit peu, il y a un exemple célèbre dont on va parler un petit peu après. Mais pour plein de pathologies, on va dire particulières. Le marché, c'est un marché qui est effectivement important, c'est le marché des drogues peptidiques. C'est en millions de dollars qui est ici. Hein. Vous voyez, le marché, à nouveau, est un marché qui augmente et dont les projections sont à nouveau assez spectaculaires, parce que c'est des choses qui sont très bien maîtrisées hein, en termes d'outils de synthèse et en termes de production. Et puis, ces peptides reconnaissent une cible et puis vont venir activer un phénomène biologique. D'accord ? Et c'est toute la découverte biotech et de biochimie qui permet ces découvertes. Alors, il y a quelques exemples, ou en tout cas, il y a un exemple qui est un cas particulier aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, y compris dans les médias, c'est le sémaglutide. Alors, le sémaglutide, c'est le peptide actif qui est composé de 30 aminoacides, donc c'est cette séquence peptidique que vous avez là, qui est formulée avec deux noms de médicaments qui sont ici. Et ce sont des médicaments antidiabétiques, enfin, pour le traitement du diabète, mais aussi ce sont des médicaments qui sont des médicaments coupe-faim et qui permettent des pertes de poids en fait, pour l'obésité ou contre l'obésité plutôt. Et ce médicament effectivement a envahi énormément le marché. Vous voyez, depuis la courbe, c'est 2021. Donc là, c'est les prescriptions vous voyez, qui augmentent de façon exponentielle aussi depuis 2021. Donc sur ces deux types de médicaments qui sont la même chose. La compagnie qui produit ça, c'est la compagnie Novo Nordisk, qui est une compagnie danoise. Et ce que vous voyez, c'est que la valeur de l'entreprise, hein, elle a été multipliée par 300 ou 400% en quelques années. Donc c'est aujourd'hui effectivement une production qui est énorme. Il y a un site de production d'ailleurs en France qui s'est installé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est des revenus, on va dire, pour l'entreprise qui sont effectivement énormissimes, hein, qui arrivent à peu près 10% du PIB du Danemark, ce qui d'ailleurs déstabilise un petit peu l'économie locale. Donc c'est quelque chose de très 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 important et qui va continuer à se développer et à croître. Alors, maintenant, on peut faire tout ça, mais vous voyez, il y a des limitations. On ne va pas pouvoir faire non plus des structures trop imposantes. Et donc il y a une façon simplifiée de le faire. Donc c'est ce qu'on avait ici. Ça, c'est, on va dire, la reproduction parfaite. Alors parfaite avec des guillemets, hein, parce qu'il y a une imperfection, même si on est proche de la perfection. On a un contrôle de la séquence, mais par contre, on a des rendements qui ne sont pas forcément énormes. Donc il y a certaines limitations. Et pour, quelque part, surpasser un certain nombre de ces limitations, il y a une autre approche, en fait, qui est une approche de polymérisation. Donc cette fois-ci, c'est pas venir ajouter un par un de façon séquentielle, mais venir polymériser un ensemble de monomères en une seule étape. Donc ça, c'est une réaction qui permet d'avoir des masses importantes, des rendements élevés, mais une séquence qui doit être simplifiée, et qui va être simplifiée. Et vous allez voir qu'il y a quand même une émergence, on va dire, d'un certain nombre de composés aujourd'hui actifs, et puis que cette chimie, en fait, est en train de se développer de façon très, très importante. Et vous allez avoir deux intervenants, Colin Bonduel et Walou. Donc Colin Bonduel qui vient de Bordeaux, qui est local ici, et Walou qui nous vient de l'université de Pékin, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et qui est un grand spécialiste de cette synthèse, de l'optimisation de ces systèmes-là, en particulier dans l'eau, avec une chimie qui est extrêmement efficace, extrêmement rapide, extrêmement propre. Et on reparlera de ce côté propre de la chimie, parce qu'on peut faire de la chimie propre.
Comment cette chimie se fait? Eh bien, elle se fait à partir d'un monomère. Donc on a un aminoacide, il faut créer ce monomère qui va pouvoir être polymérisé. Ce monomère, c'est ce qu'on appelle un N-carbokyanhydride. Donc on va cycliser l'aminoacide. Donc ça ressemble à ça chimiquement. Et en fait, ce monomère, si on a un amorceur ici qui présente une amine primaire, donc on va regarder la réaction qui se passe ici, l'amine primaire va venir attaquer ce carbonyle, ouvrir ce cycle, libérer, après cette réaction ici, libérer du CO2, et puis relibère cette amine ici qui va pouvoir attaquer un deuxième monomère, et ça se fait comme ça en chaîne. Et ça peut se faire à une vitesse qui est contrôlée ou modulable, dans des milieux qui peuvent être contrôlés ou modulables. Donc ça, c'est facile pour faire un seul aminoacide. Donc on peut polymériser un aminoacide, on peut éventuellement polymériser plusieurs, et Colin vous montrera comment est-ce qu'on peut effectivement reproduire des séquences simplifiées avec plusieurs aminoacides et se rapprocher à nouveau de ce que peut être un peptide ou une protéine au niveau biologique. À nouveau, c'est se rapprocher, c'est mimer, mais c'est simplifié parce qu'on ne sait pas faire aussi bien que la nature, en tout cas pas pour l'instant. Donc ces réactions, elles sont tout de même assez lentes. Elles produisent, vous voyez, à chaque fois du CO2 qui doit être éliminé. Et si vous regardez le temps de ces réactions, le temps de ces réactions, c'est sur plusieurs heures. Et parfois, il faut bien le dire, même ça peut être plusieurs jours. Donc c'est une réaction qui est très lente. Elle peut être accélérée en fait quand on va rajouter un flux d'azote pour venir éliminer le CO2. Donc on va redéplacer un peu l'équilibre. Mais tout de même, on est sur des réactions qui sont assez rapides. Ce que vous voyez tout de même, c'est qu'en fonction du temps, la masse molaire, donc la taille de la protéine augmente de façon régulière, de façon linéaire. Donc on peut quelque part anticiper, modéliser le système pour avoir le polymère avec la bonne taille, avec la bonne masse, pour avoir les propriétés que l'on va vouloir, que l'on va souhaiter. Et donc ces polymères à base de peptides, ou en tout cas ces composés commerciaux à base de peptides, il y en a un certain nombre qu'on trouve aujourd'hui dans différentes applications, médicales pour la plupart. Il y en a beaucoup qui sont en développement et qui sont en études cliniques. On va trouver des conjugués avec des molécules médicaments. On va trouver des conjugués, c'est-à-dire des couplages entre le polymère et puis des protéines. Ça, on en parlera lors du cours prochain. On va retrouver des systèmes qui vont former des nanoparticules. Et puis, si on regarde effectivement ce que l'on trouve sur le marché ou en essai clinique, eh bien, je voudrais faire un focus en fait sur ces deux choses-là. Donc on va retrouver beaucoup de conjugués polymères et drogues, beaucoup, vous voyez, qui sont en études cliniques. Donc on est en phase 2, phase 3, c'est-à-dire qu'on est en train de tester chez l'homme en fait, l'efficacité de ces systèmes, ou phase 1, même c'est le démarrage chez l'homme. Préclinique, c'est avant d'aller chez l'homme, donc c'est encore chez l'animal. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais qui sont en cours par différentes entreprises. Il y a un produit qui est sur le marché qui est celui-là, qu'on appelle la Copaxone, dont on va parler un petit peu après. Et puis, il y a un produit sur lequel je voulais faire un focus aussi, qui est une formulation de nanomédicaments, qui est en étude de phase 3, ici au Japon. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont quand même très avancées, qui n'ont pas forcément encore atteint le marché pour toutes ces technologies, mais qui sont en train de l'atteindre, en tout cas, qui en sont très proches. Si on regarde le premier exemple, c'est la Copaxone. La Copaxone, en fait, c'est un polymère. Ce polymère, c'est en gros cette composition que vous avez ici. On va aller directement sur cette composition de polypeptides. Donc c'est un polypeptide composé de 4 aminoacides. Ces 4 aminoacides étant donc le glutamate, la lysine, l'alanine et la tyrosine, avec une composition de chacun de ces peptides, de ces aminoacides, qui est dans cette gamme-là. C'est une gamme de composition. Ce n'est pas un polymère parfait, mais on est dans une gamme de composition. Donc c'est plutôt un mélange. Et en fait, on le connaît, donc le polymère, c'est ce nom un peu barbare que vous avez ici. Mais il est utilisé en fait pour le traitement de la sclérose en plaques, qui est récurrente et qui est réminente. Et sa principale fonction, en fait, c'est de moduler la réponse immunitaire. Vous savez que la sclérose en plaques, c'est une forte réponse immunitaire. Et si on peut abaisser la réponse immunitaire, on va abaisser les phénomènes inflammatoires, on va dire, forts qui sont induits dans la sclérose en plaques et la dégradation en fait, des tissus. Donc c'est un des rares exemples qui est utilisé depuis très longtemps, en fait, depuis une dizaine d'années, dans ce traitement particulier et qui est un polymère de polypeptide. D'accord ? Il y en a d'autres qui sont plus émergents. J'en avais déjà parlé au Japon, c'est des travaux issus du laboratoire du professeur Kazunori Kataoka, à l'université de Tokyo au Japon. Et lui, ce qu'il a fait, c'est des polymères sur lesquels il est venu greffer, donc c'est des polypeptides sur lesquels il est venu greffer ou encapsuler des agents anticancéreux.
Et ce qu'il a pu montrer, c'est que ces formations de micelles qui encapsulent l'agent anticancéreux eh bien, permettent d'avoir une taille de particules très bien définie, aux alentours de la centaine de nanomètres, et permettent du coup d'avoir une efficacité de régression tumorale qui va être beaucoup plus efficace, en tout cas moins toxique par rapport à un traitement qui utilise la molécule de chimiothérapie seule, et comme ça, quelque part, inverser la tendance bénéfice-risque en ayant plus d'effets thérapeutiques, donc un plus grand bénéfice, et moins de risques en diminuant les effets secondaires. Et ça, ce sont des choses, c'est une technologie qui est actuellement en essai clinique de phase 3, c'est-à-dire sur des centaines ou des milliers de patients partout dans le monde, d'accord ? Et qui, nous l'espérons, atteindra le marché le plus rapidement possible. Alors toute cette chimie, je l'évoquais, pour faire ces polymères par polymérisation, j'en ai parlé un petit peu, c'est une chimie qui est très efficace, mais qui est tout de même assez lente. Et puis ce que je n'ai pas évoqué, c'est que pour aller, on va dire, du monomère qu'on a ici jusqu'à la formulation, la synthèse du polymère, pardon, et éventuellement la formulation d'une nanoparticule, eh bien ça nécessite beaucoup d'étapes. C'est à peu près une semaine pour quelqu'un qui travaille bien et qui est 100% focus sur cette synthèse, donc de l'étape du début jusqu'à la fin ici. C'est utiliser beaucoup de solvants organiques, et des solvants organiques qui ne sont pas toujours très sympas, comme le DMF, des conditions qui sont anides, c'est-à-dire strictement sans eau, parce que le problème en fait, de ce polymère, on le révoquera, c'est la présence d'eau dans le milieu. Beaucoup de purification, d'étapes de purification, et donc on va utiliser beaucoup de carbone, beaucoup d'énergie, et finalement on va créer beaucoup de déchets. Et donc ce n'est pas une approche qui est finalement très, très propre, si on pense en termes de durabilité. Et donc au laboratoire, et avec Colin, ce qu'on a mis au point il y a quelques années maintenant, c'est des choses assez récentes, c'est de faire tout ça dans l'eau, et en une étape. Se dire, et là du coup on peut faire à peu près la même chose, même la même chose, en quelques minutes dans l'eau et en ballon ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être dans des conditions anides, dans des conditions de synthèse très compliquées. Et ça, c'est un processus qu'on a appelé, donc c'est une voie, on va dire, qui est sans solvant organique, il y a un solvant, c'est l'eau, et qui va former directement les nanoparticules en même temps que le polymère est synthétisé. Donc ça nécessite quelques explications, et quelque part, il y a quelques idées précurseurs qui venaient de Chine. En fait, la plupart de nos collaborateurs, amis et concurrents sont ici beaucoup en Chine, en fait, dans ce domaine-là. Donc, quel est le problème, en fait, de cette chimie? Le problème, c'est que ce monomère, donc le monomère qu'on utilise, si on le met dans l'eau, en fait, il s'hydrolyse. Il s'hydrolyse, ça veut dire que la molécule se coupe. D'accord? Donc, l'hydrolyse fait que, eh bien, on va ouvrir ici ce cycle, libérer le CO2, et on va retrouver un aminoacide, mais ça ne peut pas se polymériser. Donc ça, ou alors ça peut se polymériser par un mécanisme qui est dit amorcé par l'eau, et ce que l'on a à la fin, c'est un truc comme ça. Donc si on regarde ici la quantité de polymères que l'on a avec leur fréquence, c'est en gros cette représentation-là, on vient séparer, on va dire, les différentes chaînes polymères, on voit qu'on a une distribution énorme et c'est très mal défini. On n'a pas une seule population. D'accord? Et ça, effectivement, ça ne nous convient pas. C'est trop peu contrôlé, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être utile. Ce qu'on a développé, là, c'est sur quoi travaille ici Anna au sein du laboratoire, et je vais directement activer cette petite vidéo que vous avez ici. Le monomère ici est sous forme de poudre, le flacon ici est ouvert, et ce que je vais venir rajouter ici, enfin je ne vais rien faire du tout d'ailleurs, mais ce que Anna est venue rajouter ici, c'est qu'elle est venue rajouter une solution aqueuse contenant un amorceur, ce qu'on appelle un macro-amorceur, c'est un polymère avec une fonction amine. Et donc quand on déclenche la réaction, vous voyez qu'au début, tout est hétérogène, parce que le monomère, il n'est pas soluble dans l'eau. Et puis, si on regarde maintenant ce qui se passe à la fin, et si on regarde la même image qu'on a vue tout à l'heure, ou le même graphe qu'on a vu tout à l'heure, donc ça, c'est si on n'a pas notre macro-amorceur spécifique là, qu'on vient rajouter dans le milieu. Ce macro-amorceur ici, c'est une chaîne polymère hydrophile. Vous voyez sa distribution en masse, ici en rouge. Et puis le polymère qu'on va faire à la fin, vous voyez ici en bleu, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bien défini. D'accord ? On a éventuellement ici un petit peu d'hydrolyse, ce n'est pas parfait, d'accord ? Mais on a effectivement du copolymère à bloc très bien défini. Et si on regarde la solution, et si on regarde de quoi elle est formée, eh bien on voit qu'elle est formée de ces nanoparticules qui ont une forme particulière, une forme allongée, qu'on appelle une forme worm-like, une forme vermiculaire en français, une forme de bâtonnet, en fait, qui n'est pas une forme sphérique. Et on reparlera un petit peu de cette forme. Et vous voyez ici, c'est accéléré par 2, cette vidéo, il s'est passé peut-être 1 minute. Et ce que vous voyez maintenant, c'est qu'on a une belle solution colloïdale. Si on met un laser passé ici dans la solution, on a une belle solution de nanoparticules qui s'est formée, flacon ouvert, sans rien faire, de façon extrêmement rapide.
Et ça, on est en train d'étudier le mécanisme pour le comprendre, pour mieux le maîtriser aussi. Hein. Et le mécanisme, on pense que c'est un mécanisme. Et l'hypothèse qu'on en a, c'est qu'on a un mécanisme qui est finalement, ou un procédé qui est extrêmement inspiré par le vivant, quelque part. Et le fait, et ça c'est à nouveau inspiré par ces travaux hein, venant de collègues ici qui ont fait des pollinisations interfaciales. Et ce qu'on pense, c'est qu'on a quelque chose qui va, comme on va venir former une nanoparticule très rapidement, avec le centre réactionnel au sein de cette nanoparticule, eh bien on a quelque chose qui va mimer en quelque sorte, vous savez, le ribosome qu'on avait tout à l'heure, qui vient confiner les aminoacides qui arrivent un par un dans le milieu et qui réagissent très vite. Et là, ce qui se passe en fait dans ces micelles, c'est que le caractère nucléophile de l'amine en fait, est beaucoup plus préservé par rapport au milieu que l'on a autour, et on a une surréactivité qui fait que la réaction elle est très très rapide. Et là, c'est une réaction qui dure quelques minutes ou une minute sur un monomère donné, mais sur certains monomères, ça dure quelques secondes. Donc c'est ultra rapide. Donc c'est vraiment très très rapide. Alors on ne fait pas que du polymère, on fait des particules. D'accord ? Et ces particules, les images ne sont pas forcément très jolies ici, mais ce que vous voyez, c'est que peu importe la taille du polymère, vous voyez que ces particules elles sont toujours allongées. Donc on a des particules de type rod-like, de type bâtonnet, vermiculaire, et pas des sphères. Et bon, c'est pas grave. Et je dirais que ça peut être un avantage, parce que si on regarde effectivement ce qui peut être prédit dans la littérature, c'est que ces particules de type allongé, et en fonction eh bien, de l'allongement et du rapport d'anisotropie de ces particules, eh bien, on peut espérer avoir une meilleure internalisation cellulaire, un devenir intracellulaire qui est aussi différent des particules sphériques, et éventuellement une circulation dans le flux sanguin qui peut aussi être améliorée. Et donc ça peut envisager effectivement, enfin on peut envisager d'avoir des systèmes pour des traitements thérapeutiques qui sont effectivement efficaces et surtout qui sont très faciles à produire. D'accord ? Et si on regarde, ça c'est des choses sur lesquelles c'est vraiment des choses qui sont complètement émergentes et en train d'être étudiées au laboratoire. Alors j'espère que je vous ai montré des photos d'animaux, mais ça c'est des choses sur lesquelles il faut bien passer. Et ce qu'on est en train d'étudier, c'est effectivement la différence entre des particules anisotropes et des particules sphériques. C'est le même polymère mais reformulé sous forme de sphère. Et on est en train de regarder effectivement, donc ça c'est la biodistribution, c'est les nanoparticules marquées de façon fluorescente qui sont distribuées dans un flux sanguin. Et on voit ces particules qui passent dans le flux sanguin, c'est ce que vous voyez ici. Donc on voit que ça bouge parce qu'elles passent, elles passent très vite. Et ce qu'on peut regarder, c'est la quantité en fait, qui passe en fonction du temps. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que ces nanoparticules, lorsqu'elles sont de forme de type worm, donc allongées, eh bien, elles circulent plus longtemps que les particules de type sphérique. Et si on regarde sur un modèle animal avec une tumeur, ce qu'on voit, c'est que l'accumulation tumorale, elle aussi, ici, est plus importante dans le cas des worms que dans le cas des sphères, ce qui, à nouveau, peut laisser présager d'avoir une optimisation de certains traitements en utilisant ce type de technologie. D'accord ? Et à nouveau, ce qui est extrêmement important ici, c'est qu'on peut faire tout ça de façon très rapide, très efficace et en même temps très propre. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui aussi est important dans le monde de la chimie et de la pharmacie. Donc je vais conclure ici. J'ai prévu de m'arrêter un peu plus tôt pour laisser aussi du temps à mes collègues pour présenter leurs travaux. Ce que j'ai voulu vous montrer en fait, aujourd'hui sur ces quelques planches, hein, c'est que vous voyez, ces protéines, en fait, elles sont essentielles à la vie. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Parmi tous les polymères qu'on peut trouver, ces polymères à base d'aminoacides, effectivement, remplissent de nombreuses fonctions. Et savoir les reproduire, les mimer, vous voyez que ça ouvre de nombreuses perspectives aussi en termes de perspectives thérapeutiques. Et ceci depuis l'origine des temps, sur lesquels je ne reviendrai pas. Ces polypeptides ou peptides en fait, qui vont être bio-ingénieurs ou faits par voie chimique, hein, eh bien, on va les retrouver comme analogues des protéines naturelles, mais des analogues qui sont effectivement simplifiés. Ce n'est pas parfois, en fait, c'est souvent simplifié, mais qui peuvent, même de façon simplifiée, remplir des fonctions qui sont des fonctions extrêmement importantes. Vous voyez que je vous ai montré que de nombreux médicaments et de biothérapie en fait, sont sur le marché et utilisent en fait, ces protéines, ces peptides ou ces polypeptides. Donc sur les protéines et les peptides, vous voyez que c'est un marché qui est existant depuis déjà une dizaine d'années ou quelques dizaines d'années, mais qui sont en énorme développement. Vous voyez qu'il y a une progression qui est très importante et qui permettent de résoudre un certain nombre de problématiques biologiques. Les polypeptides sont plus émergents, d'accord, mais c'est une voie émergente et prometteuse qui, on l'espère, arrivera très bientôt sur le marché elle aussi. Et puis, le dernier message qui me semble important, c'est que
On peut aller vers une pharmacie, effectivement, qui est durable, qui est respectueuse de l'environnement ou qui est verte. On peut faire de la chimie, y compris de ces systèmes-là, dans des solvants qui sont des solvants aqueux. Et ces 4-5 dernières années, il y a eu énormément de développements extrêmement importants en fait, dans ce domaine-là, qui aujourd'hui donnent accès en fait, à des familles de polyaminoacides qu'on peut faire de façon très rapide, très efficace, très durable, très verte. Et ça va faire l'objet des présentations qui vont vous être faites dans les deux exposés qui vont arriver, qui vont être plus spécifiques sur ces avancées extrêmement récentes. Je voulais en arrêter là, remercier bien évidemment tous ceux qui nous aident à financer ces travaux, tous les nombreux et talentueux étudiants qui travaillent sur ces différents projets avec nous dans l'équipe. Bien sûr, vous remercier pour votre attention et puis je serai ravi d'échanger si vous avez des questions. Merci à vous.